le titre de mon exposé est « Étude des nutations de la Terre », avec quelques slides sur des résultats très récents, et aussi quelques applications à la planète Mars. Mais revenons à quelques définitions. La rotation de la Terre a toujours été prise comme un garde-temps jusqu'au début du siècle. Alors, si vous regardez la rotation de la Terre, vous verrez que la Terre ne tourne pas de manière uniforme. Il existe des variations de la longueur du jour, de quelques millisecondes sur nos échelles de temps, mais ça peut être même plus long sur de longues échelles de temps, et des variations de l'orientation de la Terre dans l'espace, un phénomène qu'on appelle précession et nutation, et que je vais définir. Si on regarde maintenant la rotation, l'axe de rotation de la Terre par rapport à la Terre elle-même, on a un mouvement qu'on appelle le mouvement du pôle, et tout cela est combiné, évidemment, et vu de l'espace, on voit une Terre qui tourne, mais qui tourne de manière non uniforme et qui a des variations d'orientation dans l'espace. Je vous ai dit que j'allais vous définir la notion de précession et nutation. L'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil agissent et sur une Terre aplatie et tentent à faire basculer cette Terre dans l'espace. L'équateur tente à basculer vers l'écliptique. À la manière d'une toupie, puisque la Terre tourne, la Terre réagit et fait un large mouvement qu'on appelle la précession dans l'espace. C'est un mouvement autour de la perpendiculaire à l'écliptique dont l'amplitude est de 23 degrés 27 minutes. Ce mouvement dans l'espace, mouvement de précession, est important d'une part, mais puisque le couple de forces lié à la gravitation du Soleil et de la Lune sur la Terre change en fonction du temps, ce couple de forces, ce moment de force, n'est pas constant. Et il existe des variations temporelles de ce couple de force, de ce moment de force, de sorte que le mouvement de précession, ce large mouvement de précession, à ce mouvement de précession, on peut superposer des variations temporelles qu'on appelle les nutations. Ce sont des variations qui ont des périodes égales aux périodes orbitales de la Terre autour du Soleil ou de la Lune autour de la Terre. On a des variations le long de la longitude dans l'espace, donc le long de la précession, et on a également des variations le long de la perpendiculaire à ce mouvement en obliquité. Ce sont les nutations en obliquité. Si on combine ces mouvements, vus de l'espace, on a des variations dont les périodes sont 18 en 6, la période du nœud de la Lune, annuelle, semi-annuelle, terannuelle, 28 jours, etc. Alors, ce mouvement est assez important, de l'ordre de 600 mètres vu de l'espace. Donc, c'est quelque chose d'assez important. On le connaît bien et on peut très bien le modéliser, mais pas encore parfaitement. Comment est-ce qu'on le connaît? Mais surtout par son observation. On observe précession-nutation et aussi variation de la longueur du jour et, dans une moindre mesure, le mouvement du pôle, par interférométrie à très longue base. L'interférométrie à très longue base, c'est utiliser un ensemble de télescopes répartis à la surface du globe terrestre et observer des quasars. Les quasars sont des objets tellement éloignés qu'ils n'ont quasi pas de mouvement propre. Donc ce sont comme des balises dans le ciel, et ces balises dans le ciel nous permettent d'observer l'orientation de la Terre et la variation de la rotation de la Terre dans l'espace. Alors voilà comment ça se passe. Donc ces quasars émettent dans toutes les longueurs d'onde, dans le visible, dans les ondes radio, et ces ondes radio arrivent à la surface de la Terre, sont perçues à un télescope, un deuxième télescope, et on mesure les temps d'arrivée avec des horloges hyper précises. On mesure les temps d'arrivée et on compare ces temps d'arrivée.
Donc on voit par exemple le rouge ou le bleu qui est arrivé à 2 stations, et on compare les différences de temps entre les temps d'arrivée du signal radio en provenance des quasars à la surface de la Terre. Bien sûr, on ne travaille pas uniquement avec 2 télescopes, on a un ensemble de télescopes et un ensemble de quasars, et avec ces signaux radio, on arrive à reconstituer l'orientation de la Terre dans l'espace et la rotation de la Terre. Alors, actuellement, évidemment, on a un ensemble de stations réparties dans le monde. Ce sont des grandes stations, 25 mètres de diamètre, on peut aller jusqu'à 100 mètres de diamètre dans ces antennes. Donc, c'est quelque chose d'énorme, donc principalement sur les continents. Donc, malgré tout, un certain biais à l'observation lié au réseau de ces stations. Quelques exemples ici, avec vraiment des très très larges stations impressionnantes. Alors, ces nutations, cette précession et ces nutations peuvent être observées de manière hyper précise. On arrive à des précisions en dessous de la milliseconde d'angle. Une milliseconde d'angle est équivalent à peu près à la surface de la Terre à 3 cm. Donc on est à quelque chose en dessous du millimètre. Voici les résidus de l'observation VLBI par rapport à un modèle. Et on voit, même si on s'affranchit du début de ces observations qui étaient quand même assez, je dirais, bruitées, eh bien, on peut voir qu'on a des variations qui peuvent aller jusqu'à 10 cm, qui ne sont pas encore expliquées par les modèles à l'heure actuelle. Alors, voilà le phénomène de précession et surtout de nutation dans l'espace. Donc, ces nutations de l'ordre de 600 mètres, des variations de l'ordre de 600 mètres si on regarde dans un carré vu de l'espace. Et ce carré vu de l'espace, si on regarde l'axe de rotation instantané ou moyen de la Terre en fonction du temps, eh bien, on voit que cet axe bouge dans un carré d'environ 600 mètres de côté. Ces observations sont évidemment, comme vous l'avez vu, hyper précises d'une part, mais bruitées d'autre part. Donc, les scientifiques s'interrogent sur la modélisation de ce phénomène. Pourquoi est-ce important de modéliser ce phénomène? Bien sûr, pour pouvoir prédire l'orientation de la Terre dans l'espace, ce qui est important pour tout ce qui est observation de la Terre ou même planétologie. Alors, les modèles comme le modèle bleu sont des modèles qui sont, je dirais, les derniers modèles adoptés, et ces modèles sont proches de la réalité, mais on a des différences par rapport aux modèles, par rapport aux observations, qui sont de l'ordre de 10 cm, comme on l'a vu dans la diapositive précédente. Donc, ce qu'on aimerait bien essayer de faire, c'est d'arriver à un modèle comme le modèle vert, qui soit beaucoup plus proche des observations et qui explique les 10 cm restants. Ah, oups. J'ai été trop vite, peut-être que je peux. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner comme information d'étudier le phénomène de précession et de nutation? Ben, vous avez tous fait cette expérience. Vous tournez un œuf cuit à un œuf non cuit, ils tournent de manière différente. C'est l'idée qu'il y a derrière mon approche. En observant les nutations, je peux avoir de l'information sur l'intérieur profond de la Terre. Les nutations, pour les calculer, il faut avoir un modèle d'intérieur de la Terre. C'est les séismologues qui nous donnent ce genre d'informations. Donc, une graine solide, sa composition, un noyau liquide, sa composition, sa densité, un manteau, une croûte. Il faut ensuite calculer la réponse à l'attraction de la Lune et du Soleil, et dans une moindre mesure d'ailleurs des autres planètes. Ensuite, il faut convoluer avec cette amplitude et
corriger des effets de l'océan et de l'atmosphère. Ensuite, on peut comparer les observations et le modèle. Donc, si je boucle parfaitement, mon modèle est parfait. Actuellement, la différence entre le modèle théorique et entre le modèle et les observations, moi je pense qu'il est lié à l'intérieur de la Terre et en particulier au noyau de la Terre. Alors, je récapitule ce qu'on connaît et ce qu'on utilise pour les calculs de nutation. Dans un premier temps, on utilise une Terre aplatie avec une graine solide, un noyau liquide constitué de fer, avec des mouvements d'ailleurs qui induit un champ magnétique, un manteau inélastique d'ailleurs, donc pas parfaitement élastique, et une croûte. Le tout étant aplati, la Terre ayant des modes normaux de vibration. En particulier, il y a un mode normal de vibration qu'on appelle la nutation libre du noyau, qui est lié au fait que l'axe de rotation du noyau et du manteau pourrait être non aligné. Et de ce fait, on a des pressions qui poussent sur l'interface noyau-manteau. Avec l'existence d'un champ magnétique, on a également des couplages électromagnétiques. Ok, donc ça résume l'ensemble des couplages entre le noyau et le manteau. On a un couplage lié à la viscosité dans le noyau liquide. On a un couplage lié à la topographie de l'interface noyau-manteau. On a un couplage lié au champ magnétique et à la présence d'un champ magnétique. Donc, l'ensemble de ces couplages doit être pris en considération quand on veut calculer la réponse de la Terre à l'attraction de la Lune et du Soleil, et en particulier les nutations. Alors, ceci récapitule. Donc, couplage topographique, gravitationnel lié à l'aplatissement et aux effets de l'aplatissement de la Terre, visqueux et électromagnétique. Le dernier modèle adopté est un modèle basé sur le couplage gravitationnel et électromagnétique. Le couplage visqueux est considéré comme négligeable, le noyau est liquide et la viscosité est très faible. Sauf si, on verra plus tard, sauf s'il existe de la turbulence, et à ce moment-là, on aurait un effet lié à la turbulence. Alors, le couplage électromagnétique, si on le considère uniquement lui, on a un champ magnétique qui est beaucoup trop important par rapport à ce à quoi on s'attend. Donc, si on déduit des observations le champ magnétique, donc le couplage à l'interface noyau-manteau, et le champ magnétique, eh bien, ce champ magnétique est beaucoup trop important. Donc, il faut aller chercher ailleurs, il faut aller chercher dans le couplage topographique et réexpliquer le couplage électromagnétique. Ce couplage électromagnétique, il est simplement dû au fait que, puisqu'on a des phénomènes de rotation globale entre le noyau et le manteau, on étire, si vous voulez, les lignes de force du champ et on crée une force de Lorentz et on crée un moment de force à l'interface noyau-manteau. Le couplage topographique, il est lié au fait que, comme à la surface de la Terre, on a des bosses et des fosses, bien à l'interface entre le noyau et le manteau, on a des bosses et des fosses de l'ordre de quelques kilomètres, donc des montagnes et des vallées. Et le noyau fluide, qui est vraiment fluide, peut évidemment pousser sur cette interface et créer un couplage qu'on appelle le couplage topographique. Alors, autre chose que l'on considère dans mon équipe à l'heure actuelle, c'est l'effet de la dynamique à l'intérieur du fluide, et nous pensons que c'est très important. La première chose, c'est qu'il y a énormément d'énergie dans ces modes, et donc un couplage entre les modes inertiels et les modes rotationnels est important au niveau de l'énergie, donc du champ magnétique aussi. Et en plus, à cause de ce couplage, la rotation globale du noyau et du manteau change également. En plus, l'apparition de topographie ou d'une rugosité à l'interface noyau-manteau crée des phénomènes à l'intérieur du fluide. Ici, c'est un toy modèle, un cas d'école, où on a simplement mis une petite aspérité au niveau de la colonne qu'on voit là, et on a regardé dans un fluide non en rotation ce qui se passe.
la rugosité implique des variations locales. Par contre, au niveau d'un fluide en rotation, cette rugosité induit des phénomènes qui vont jusqu'à la surface du cylindre. Donc on voit que dans un fluide en rotation, l'interaction entre les modes inertiels créés et les modes rotationnels engendre des structures à l'intérieur du fluide, et ces structures, avec on appelle ça des zones de cisaillement de vitesse à l'intérieur du fluide, et ces zones de cisaillement sont extrêmement importantes au niveau du flux, et en plus engendrent une dissipation extrêmement importante. Ceci est sous embargo, on n'a pas encore publié ces résultats, et donc nous sommes en train de travailler sur la modélisation de l'intérieur du noyau de la Terre, et nous essayons d'expliquer les observations VLBI. Donc voilà pour la Terre, hein, et je mentionne ici mon équipe qui travaille actuellement avec moi sur ce problème. C'est des bons, c'est vraiment des chouettes. Il y en a même un qui vient des États-Unis et qui a travaillé sur des modèles réels de flux en rotation, comme ils font à Grenoble, ici en France, et qui a vraiment cette sensibilité sur ce qui se passe à l'intérieur des flux. Donc c'est vraiment très chouette. Alors, la Terre n'est pas la seule planète qui a précession et nutation. Pour avoir une précession et des nutations, il faut que la Terre soit aplatie et qu'elle tourne. Hein, donc, on a vu avec la toupie, il faut que ça tourne et qu'elle soit penchée. Eh bien, on a une autre planète qui tourne rapidement, qui est aplatie et qui est penchée dans l'espace. C'est la planète Mars. Donc, cette planète a précession et nutation. Bon, les périodes, évidemment, des nutations sont légèrement différentes, puisque l'année martienne est environ 2 ans Terre. Le jour martien est à peu près semblable au jour Terre. Hein, la pesanteur est différente. Et il existe aussi une atmosphère autour de Mars, mais cette atmosphère est beaucoup plus ténue, environ 1/100 de l'atmosphère de la Terre, mais elle joue un rôle important dans la rotation de Mars, comme on va le voir. Mais de toute façon, c'est à cause de cette rotation rapide, de son angle par rapport à l'écliptique 25 degrés, la Terre c'est 23 degrés 27 minutes, donc elle est penchée dans l'espace, et donc phénomène de précession et nutation. Grâce à ça, grâce à ce phénomène de précession et de nutation, on peut avoir de l'information sur l'intérieur de Mars. Donc ça, c'est l'objectif. Observer la rotation de Mars, et en particulier ses nutations, pour avoir de l'information sur l'intérieur profond. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, la Terre, on va dire qu'on la connaît parfaitement dans l'espace. Je vous ai dit, les précisions sont en dessous du centimètre, donc on la connaît quasi parfaitement dans l'espace, avec des liens radiaux entre des atterrisseurs à la surface de Mars ou des orbiteurs en orbite autour de Mars, et des liens radiaux entre les orbiteurs et les atterrisseurs, on peut reconstituer l'orientation de Mars, la rotation de Mars par rapport à la Terre. Et la Terre, on la connaît parfaitement. Alors, vous vous souvenez l'animation que je vous ai montrée il y a quelques minutes. L'œuf cuit, l'œuf non cuit. Ben voilà, je vous présente une planète à gauche cuite, à droite non cuite. Regardez les variations de l'orientation de la planète dans l'espace. À gauche avec un noyau solide, à droite avec un noyau liquide. Les nutations, les variations de l'orientation dans l'espace sont amplifiées quand le noyau est liquide. Principalement à cause de ce mode de résonance dont je vous ai parlé tout à l'heure, la nutation libre du noyau. Donc, ça, c'est si, évidemment, le noyau est liquide. La planète Mars, on a envie de dire que, puisqu'elle est plus petite, elle a évolué beaucoup plus vite, donc elle serait peut-être entièrement solide. Mais il faut mettre un bémol, parce que sur Mars, il n'y a pas de tectonique des plaques,
Donc on a une planète monoplaque qui garde la chaleur à l'intérieur, et donc l'évolution de cette planète est complètement différente de l'évolution de la Terre, qui a de la tectonique des plaques. Où en est-on dans cette évolution? Est-ce que le noyau liquide est toujours là? Est-ce qu'il existe une graine solide? Est-ce qu'il est complètement solide? On a un a priori lié à, je dirais, la situation thermique de la planète. Et cet a priori nous indique que le noyau serait liquide. Et l'observation des marées, donc des effets de l'attraction gravitationnelle sur la surface qui déforment cette surface, ces effets de déformation peuvent être vus par les satellites en orbite autour de Mars. Et on a une information à propos de l'intérieur profond, et on pense que le noyau est liquide. Ceci reste évidemment à être démontré. Donc, est-ce que ce noyau est liquide ou solide? Bien sûr, on pense qu'il est liquide. Et où en est-on dans l'évolution? Quelle est la dimension de ce noyau? Tout ça sont des questions auxquelles on peut répondre en observant l'orientation de Mars dans l'espace. Alors, les réponses, elles seront données par la mission InSight. Je vais la montrer, je pense, à la diapositive suivante. Et la mission ExoMars. ExoMars a eu un premier volet en 2016, volet au cours duquel on a envoyé un satellite relais, Trace Gas Orbiter, et voilà la mission InSight en 2018. En 2020, la mission ExoMars va s'étendre et les Russes et l'Agence spatiale européenne, l'ESA, vont déposer à la surface de Mars un atterrisseur. Et dans cet atterrisseur, d'ailleurs, il y aura un rover européen. Ce rover européen va parcourir la surface de Mars et même creuser, prendre des échantillons, les analyser avec un objectif exobiologie. Mais à l'intérieur de cette surface, à l'intérieur de cette plateforme, à la surface de Mars, eh bien, on a également des instruments, principalement des instruments russes, mais il y a 2 instruments européens, dont un qui est LARA, l'instrument dont je m'occupe. LARA, c'est pour Lander Radio Science. Donc, on va utiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure dans l'animation, c'est-à-dire des liens radio entre un atterrisseur à la surface de Mars et la Terre, et on va reconstituer l'orientation de Mars dans l'espace. Alors, LARA, c'est un tout petit instrument, comme ça, et une électronique et des antennes. Et donc l'idée, c'est d'envoyer depuis la surface de la Terre une onde radio en bande X. LARA est un transpondeur cohérent, c'est-à-dire qu'il va renvoyer vers la Terre ce même signal sans ajouter de phase, évidemment, puisqu'on veut mesurer la phase liée aux variations de l'orientation de Mars dans l'espace. Et on va mesurer l'effet Doppler à la surface de la Terre sur le signal radio. Donc on mesure les variations de vitesse, en quelque sorte, de Mars, puisque c'est un effet Doppler de Mars dans l'espace. Bien sûr, on utilise à la surface de la Terre des fréquences extrêmement précises, donc des masers à hydrogène. Donc, le phénomène qu'on va observer, variation de la rotation de Mars, et le phénomène de précession et nutation, exactement comme j'expliquais pour la Terre. Donc, on a une force gravitationnelle qui est contrebalancée par la force inertielle liée à la révolution de Mars autour du Soleil. La résultante est un moment de force en jaune qui tend à faire basculer l'équateur vers l'écliptique. Alors, le phénomène de nutation est amplifié si on a un noyau liquide. Si on a un noyau solide, il ne l'est pas, comme on l'a vu dans l'animation. Et ici, je vous montre une simulation où on voit la résonance, donc l'amplification de la nutation liée à plusieurs dimensions du noyau, avec en vert la dimension nominale, en bleu un noyau plus petit, en rouge un noyau plus grand. Et là où on va observer, les fréquences ou les périodes auxquelles on va observer sont les lignes verticales. Ces lignes verticales, on voit bien qu'il y en a une
en trait pointillé, qui est proche de la résonance. Et donc, en observant cette nutation, on va bien voir des différences entre le bleu, le vert et le rouge. Quand je dis bien voir, on est quand même dans des précisions qui ne sont pas des précisions de la Terre, donc on doit quand même travailler sur des stratégies d'observation pour obtenir une information concernant le noyau. Mais toujours est-il que, il ne redémarre pas, toujours est-il que ce que je voulais vous rappeler, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que les variations de l'orientation de Mars dans l'espace dépendent de son noyau, dépendent de son intérieur profond, et donc en particulier des dimensions du noyau, de son état physique, et on va, en regardant les variations de l'orientation de Mars dans l'espace, obtenir de l'information sur l'intérieur profond. Pourquoi est-ce que c'est important? Mais ça, je pense que ceux qui viendront à la conférence ce soir vont mieux le comprendre. Mais en tout cas, moi, je suis persuadée que pour avoir une planète habitable avec de l'eau liquide à la surface, il faut que dans son évolution, on ait une atmosphère et on ait une intérieure de la tectonique des plaques ou pas, etc., mais une évolution telle qu'on peut obtenir de l'eau liquide à la surface. Donc, connaître ce qui se passe à l'intérieur des planètes est très important pour comprendre l'habitabilité de ces planètes. Pourquoi est-ce que Mars, dans son passé, avait de l'eau liquide? Pourquoi est-ce que Mars a perdu cette eau liquide à l'heure actuelle? Voilà, je pense que je voulais juste remercier la partie de mon équipe qui travaille sur l'ARA et je suis ouverte évidemment aux questions. Merci de votre attention.